Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Ceci est la deuxième partie de notre série sur l'autisme. Je pense que parler de l'autisme, c'est très important parce qu'il y a de plus en plus de personnes, d'enfants en l'occurrence, qui sont diagnostiqués avec l'autisme. Donc, les causes de l'autisme sont variantes et pas trop connues. On pense que c'est un problème neurologique au niveau du cerveau de l'enfant quand il est dans le ventre de sa mère, mais il y a différentes écoles de pensée à ce sujet. Ici, je vais prendre le cas de Pierre. Pierre est autistique. Les signes d'autisme ont été d'abord remarqués un petit peu par ses parents, mais plus profondément quand il était à l'école maternelle. Et c'est souvent le cas avec les enfants autistes, hein. Les parents, ils sont là en train de se gratter la tête et se dire, il y a un truc qui va pas avec cet enfant. Ça peut être, il ne parle pas, ou il a que très peu de communication, il dit juste quelques mots, mais il comprend ce qu'on dit, mais il agit comme s'il ne comprenait pas, alors qu'on sait qu'il comprend. Et en plus, il n'aime pas trop jouer avec les autres enfants, il est plutôt tout seul. Les autres gamins de la classe, il les calcule pas, ou enfin, il a des comportements qui sont un peu bizarres, genre il est obsédé par la pendule, ou la machine à laver qui tourne, ou les trains, ou enfin généralement des trucs mécaniques qui se répètent quand le mouvement se répète. Et les parents ils se disent, il y a quelque chose qui va pas trop chez cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Ils savent pas. Alors, ils peuvent se dire, soit il y a un problème mental, soit c'est juste sa personnalité. Donc, le dépistage et l'évaluation précoce, eh bien, ce sont des stages qui sont très importants. Si vous êtes préoccupé par le comportement de votre enfant, il est important d'en parler au médecin de votre enfant, au pédiatre, le médecin généraliste. Plus tôt un diagnostic est posé, plus tôt les interventions peuvent commencer. Il n'y a pas de test spécifique qui peut déterminer si quelqu'un est autiste. Les médecins peuvent diagnostiquer l'autisme en examinant les comportements et en posant des questions sur le développement. Donc, dans le cas des jeunes enfants, ils vont examiner comment cet enfant joue avec différents types de jouets, généralement des trucs genre Lego, pour voir un peu sa logique, comment... Enfin, ils ont des scénarios avec des jouets qu'ils choisissent spécifiquement pour ça, et ils essaient de poser des questions à l'enfant pour voir comment est-ce qu'il réagit et tout ça. Et après plusieurs séances, ils peuvent dire, le petit Auguste est autiste. Donc ici, on va parler de l'évaluation. Gardez en tête, imaginez qu'il y a un enfant autiste dans votre entourage. Peut-être votre neveu est autiste, votre cousin ou votre propre enfant. Donc, vous avez remarqué qu'il a des comportements un peu bizarres. Physiquement, il va bien, hein. Au niveau santé, ça va. Mais c'est au niveau communication, au niveau comportement social, il y a un truc qui ne va pas. Donc, parlons de l'évaluation. Au cours de contrôles réguliers du développement pendant l'enfance, les médecins suivent un certain nombre de jalons de développement et ils peuvent dépister différents types de retards de développement. Lorsque les enfants n'atteignent pas un certain jalon, ils peuvent recevoir une évaluation plus approfondie. Donc, les enfants sont supposés arriver à faire telle chose à tel âge. S'ils ne le font pas, ça peut, euh, ça peut être un peu alarmant, on va dire. Donc, au cours d'une évaluation supplémentaire, il peut, il peut y avoir un groupe de spécialistes qui peut inclure un pédiatre du développement, un pédopsychiatre et un orthophoniste. Ces gens-là vont évaluer un certain nombre de choses, y compris les comportements adaptés à l'âge, les compétences cognitives et les capacités linguistiques. Certains types de tests qui peuvent être utilisés dans le diagnostic, dans le diagnostic de l'autisme sont, on va dire, on va parler de 4 tests. Il y a les questionnaires sur les symptômes de l'autisme. 2, le suivi du développement. 3, les tests auditifs. Et 4, les tests de quotient intellectuel. Donc ça, c'est plutôt pour les enfants un peu plus âgés, hein. Pour les tout petits, les enfants qui ont 2 ans, 4 ans,
Heu, Bien sûr, les médecins vont vérifier, l'oreille pour savoir si l'enfant entend bien parce que des fois c'est vous dites: «Oh, il a un comportement bizarre», mais c'est parce qu'il a des problèmes d'ouïe, il n'entend pas très bien. Donc les médecins vont vérifier ça, son ouïe et sa vue. Ils vont regarder comment est-ce qu'il se comporte quand on lui pose des questions, est-ce qu'il répond? Quand on lui pose des questions simples, hein, genre, «Quelle est la couleur du train?» Est-ce qu'il répond? Ou, «Est-ce que tu peux me donner ça, ce petit jouet là-bas?» Est-ce qu'il va le donner? Et ainsi de suite. Et puis regarde comment il réagit avec les jouets, avec son entourage, et cetera, hein. L'autisme peut être diagnostiqué de manière fiable chez les enfants dès l'âge de 2 ans. Les symptômes commencent à apparaître au cours des 3 premières années de la vie d'un enfant. Donc ça, on a parlé pour les enfants. Vous vous demandez plutôt maintenant, qu'en est-il des adultes? Eh bien, bien que l'autisme soit souvent diagnostiqué dès la petite enfance, il peut également être diagnostiqué à l'adolescence et à l'âge adulte. Il y a des gens qui ont été autistes toute leur vie et le monde était comme si le monde était quelque chose de difficile à vivre. Et c'est seulement à l'âge adulte qu'ils sont diagnostiqués et ils comprennent, ah oui, j'ai ce petit problème dans mon cerveau, j'arrive pas à voir les choses de la manière dont les autres le voient. Donc, le diagnostic plus tard dans la vie peut parfois être plus difficile car certains symptômes de l'autisme peuvent être confondus avec d'autres problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et d'autres troubles de développement. Alors que les chercheurs étudient encore quel type de traitement fonctionne le mieux pour les adultes, obtenir un diagnostic peut être utile pour comprendre les difficultés actuelles et passées. Cela peut aussi vous aider à comprendre, à reconnaître vos forces et à obtenir de l'aide dans des domaines où vous pourriez avoir besoin d'aide. Donc, un diagnostic précoce est généralement idéal, hein. C'est mieux de diagnostiquer les personnes qui ont ce genre de troubles quand ils sont très jeunes. Comme ça, on peut s'adapter facilement à eux et adapter des facilités dans leur vie pour qu'ils puissent avancer. Par exemple, les enfants autistes, souvent, ça dépend. L'autisme, comme j'ai dit, c'est sur un spectrum. Donc, il y a des enfants qui peuvent aller à l'école primaire normale comme tous les autres, mais il y a d'autres enfants, ils devront aller dans une école spécialisée. Maintenant, imaginez dans les pays où ces enfants ne sont pas diagnostiqués, où l'autisme n'est pas reconnu, où l'autisme n'est pas pris au sérieux, ce sont des enfants qui souffrent, hein. Mais si vous avez la chance d'habiter, par exemple, en Occident, où ce genre de trouble est reconnu et les enfants en prennent soin, il faut quand même être reconnaissant parce que ce n'est pas tous les autistes qui ont cette chance. Donc, aux États-Unis, selon le CDC, c'est le Centre pour les maladies et pour le contrôle des maladies et la prévention, Center for Disease Control and Prevention. Un enfant sur 54 de 8 ans souffre d'un trouble du spectre autistique. Donc, ils ont également signalé, les spécialistes de ce centre, ils ont signalé que la maladie était présente dans tous les groupes ethniques, raciaux et socio-économiques. Donc, vous pouvez être très très riche, blond, yeux bleus, habiter à Beverly Hills, Bel Air, etc. Et vous allez quand même avoir un enfant autistique. Ou vous pouvez être un immigré pauvre qui est arrivé en bateau de Cuba et vous habitez dans l'endroit le plus pauvre au monde, enfin aux États-Unis, et vous aurez également une chance d'avoir un enfant autiste. Donc l'autisme, ça n'a rien à voir avec votre niveau socio-économique ou votre ethnie. Donc, cependant, les chercheurs ont constaté que l'autisme est 4 fois plus fréquent chez les garçons que chez les filles. Donc la majorité des enfants autistes sont des garçons. Les statistiques de prévalence indiquent également que l'autisme est plus fréquent maintenant que par le passé. Il semble également augmenter de 10 à 17% au cours des dernières 5 années. Donc, il y a beaucoup plus d'autisme apparemment maintenant que dans le passé. Pourquoi? On ne sait pas. Mais moi, j'ai ma petite, comment on appelle ça? Ma petite idée. C'est juste moi qui y a pensé. C'est les trucs qui se sont passés récemment, enfin, dans l'histoire humaine récemment,
savez, les choses comme les bombes atomiques ou ce qui s'est passé à Tchernobyl et tout ça, on, les scientifiques, enfin les historiens et tout ça, ils agissent comme si ça n'a pas eu de conséquences à long terme. Mais je pense que ça a eu des conséquences. Des bombes atomiques, tout ça, c'est de la radiation que vous envoyez dans l'air. Pensez pas que ça va juste s'arrêter entre les frontières de Hiroshima et Nagasaki et puis c'est tout. Même cette histoire de, comment on appelle ça? Tchernobyl. Vous savez, la station nucléaire à Tchernobyl qui a explosé, enfin il y a eu un truc de fou là-dedans. Si vous savez pas, il faut regarder sur, faire de vos recherches sur Google, Tchernobyl. C'était de la radiation en stéroïdes qui est partie dans l'air. Vous pensez que ça s'est juste arrêté dans les frontières de l'Ukraine? Non, parce que la Terre tourne. Ça, c'est un truc dont c'est parti partout dans le monde. Et les personnes les plus fragiles que ça atteint, c'est qui? Les fœtus. Les femmes enceintes, les fœtus. Donc, pour moi, ce n'est juste que ma théorie, vous allez m'appeler à conspiratie, etc. Ok. Mais je pense qu'il est important que les chercheurs commencent à étudier cet aspect-là. Comment la science moderne, les radiations, tout ça, impactent négativement le développement neurologique des fœtus. Enfin, ça, c'est juste mon grain de sel personnel, hein. Parce qu'il y a plein de maladies soudainement qui ont commencé à apparaître. Plein de gens ont des cancers. Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un cancer. Ou en tout cas, vous connaissez quelqu'un qui a un cancer soudainement. Plein de gens. Moi, je connais une famille, c'est la moitié des gens ont un cancer. Même la jeune fille, enfin, la mère, elle a un cancer, il y a une fille qui a un cancer, elle a juste une quarantaine d'années, et l'autre fille, les deux filles ont une forme de cancer. Enfin, c'est un truc de fou. Et je pense qu'il y a un rapport avec ça. Les chercheurs n'en parlent pas parce que c'est ouvrir une boîte de Pandore, hein. Ils ont peur, hein. Mais je pense que ça vaut la peine de rechercher de ce côté-là. Donc, pour retourner dans les causes scientifiques connues, on va dire que bien que les causes exactes ne soient pas connues, la recherche suggère qu'il y a probablement un aspect génétique à la maladie. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir un aspect génétique. La recherche qui indique un lien génétique comprend des études montrant que les enfants qui ont un frère ou une sœur autiste courent un risque plus élevé d'être autistes eux-mêmes. Cependant, la recherche a également montré que seulement environ 20% peut être directement attribuable à des causes génétiques. D'autres recherches sont nécessaires pour mieux comprendre comment des mutations ou des variations génétiques spécifiques peuvent contribuer au développement du trouble du spectre autistique. Bien que les gènes soient considérés comme un contributeur clé, des études ont également montré que la naissance prématurée et l'âge paternel avancé sont également liés à l'apparition de l'autisme. Hmm. Certains médicaments, lorsqu'ils sont pris pendant la grossesse, ont été associés à un risque plus élevé du trouble du spectre de l'autisme. La recherche démontre aussi que les vaccins ne causent pas l'autisme, contrairement à la légende. Donc ici, on voit qu'il y a le côté génétique qui est aussi à prendre en compte. C'est possible que s'il y a un membre de votre famille qui est autistique, que vous ayez de plus grandes chances d'avoir un enfant qui est aussi autistique, hein. Et puis, il y a différentes sortes de mutations qui peuvent entraîner ce genre de troubles. Ok, je vais me permettre d'y ajouter mon grain de sel aussi, dans ce cas-là. Une personne, enfin, ça c'est juste moi qui le dis, hein, c'est pas le côté scientifique ou quoi, mais c'est juste mes constatations personnelles. Il est possible qu'une personne qui a vécu sous un haut niveau d'anxiété pendant des années ait un enfant qui devient autiste. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Les cellules ont une mémoire. Donc, il est possible que cette mémoire, ce côté anxiété, ce côté... le mot pour anxiété, je suis désolée, j'ai oublié. Donc, je vais juste dire anxiété. Ce côté anxiété reste dans la mémoire de la cellule
et est transmise au bébé. Quand la femme est enceinte et que le bébé est encore au niveau fœtus, et c'est transmis dans les cellules du bébé, et ça bousille un peu l'information hormonale, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, et le cerveau du bébé ne sait pas où mettre cette nouvelle information qui aurait jamais dû être là. Ça grille un peu ce genre de fonction, et vous avez un cas d'autisme. Enfin, je ne sais pas comment dire ça de manière scientifique, que les neurochirurgiens vont dire, je ne suis pas neurochirurgienne. Donc, vous voyez un peu le scénario. Hein. Vous rappelez la série La Vie? Et voici la vie, la vie. Donc, dans cette série, il y avait le cerveau. C'était un peu le centre de contrôle, hein, la tour de contrôle du corps humain. Imaginez que le cerveau du bébé doit recevoir des informations pour grandir, et aussi pour donner d'autres informations aux différents organes, etc. Mais les informations qu'il reçoit de la part de sa mère, certaines sont faulty, comment on dit faulty en français? Certaines sont faussées, certaines informations sont faussées à cause de l'anxiété. Donc ça, tout aurait dû être calme et bien. Ah, ok, les cheveux vont être bruns, les yeux vont être gris, les machins. Et puis une information qui vient, le cerveau n'arrive pas à le lire parce que c'est faulty. Et il ne sait pas quoi en faire. Et puis quand il reçoit trop de ces informations qui sont faulty, 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 il ne sait pas quoi en faire et il les met dans les mauvais fichiers et prou, ça grille le cerveau et vous avez des trucs genre autisme. Je pense que c'est ça. Dans quelle situation une femme pourrait transmettre ce genre d'informations? Ça peut être une femme qui a vécu des horreurs dans sa vie. Genre, elle a survécu la guerre, ou alors elle a été violentée quand elle était jeune, ou alors, enfin, il y a des tas de choses qui sont restées, et des tas de traumatismes qu'elle a eus, et elle n'a pas, euh, elle ne les a pas résolus, par exemple en prenant de l'aide psychiatrique ou des choses comme ça, et c'est resté enfermé en elle. Donc, imaginez quelqu'un qui avait l'habitude d'être battu, ou qui a vécu dans une pauvreté extrême, enfin, qui a vécu des traumatismes. C'est pour ça il est important, surtout chez les femmes, parce que il est important d'aller voir un spécialiste de la santé mentale quand vous avez eu des traumatismes. Parce que malheureusement, votre enfant peut en payer les conséquences. Ça, c'était mon grain de sel. Je suis sûre qu'il y a quelque part des recherches qui effleurent ce sujet, du moins. Mais je les ai pas encore, enfin, je les ai pas recherchées moi-même, hein, mais je pense que ça, il y a une part de vérité dans ça. Maintenant, on va voir les différents types de diagnostics. Hein. Lorsqu'une personne reçoit un diagnostic d'autisme, son niveau fonctionnel sera également identifié. Il existe 3 niveaux différents de troubles du spectre autistique. Donc, il y a 3 niveaux. Hein, parce qu'on a dit le spectre de l'autisme, ben, c'est un spectrum, c'est un spectre. Donc, on va de 0 à 30. Donc, vous avez 3 types, de 0 à 10. Pensez à une règle de 30 cm. Donc, de 0 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30. Donc, le niveau numéro 1, c'est fonctionnement élevé. Le niveau numéro 2, modérément sévère. Et le numéro 3, c'est grave. Donc, 1, fonctionnement élevé, 2, modérément sévère, et 3, grave. Le fonctionnement élevé, ce sont ces enfants qui sont autistiques, par exemple, mais ils peuvent quand même aller dans une école normale et suivre des cours normaux avec les autres enfants. Bon, peut-être, quand je dis normaux, il y aura peut-être quelques petites différences ici et là, mais en règle générale, ça passe. Après, il y a le modérément sévère. C'est généralement, ils ne peuvent pas aller dans une école normale. Il faut qu'ils aillent dans une école spécialisée pour les enfants qui ont des learning difficulties, on dit en anglais, qui ont besoin d'aide pour apprendre. Et dans cette école spécialisée, eh bien, ça marche très bien pour eux. Parce que tout est mis en place. Les enseignants sont... les enseignants... J'ai oublié le mot. On fait des études spécialement pour ça. Donc, pour ces enfants-là, l'autisme modérément sévère, modérément sévère par rapport à une école normale. Ils vont pas y arriver. Mais une école spécialisée, oh, c'est le paradis sur Terre pour eux. Maintenant,
Le niveau 3, qui est le niveau grave, ça, c'est toute une autre histoire. Donc, ces niveaux sont utilisés pour décrire à quel point les comportements et les compétences sociales sont gravement affectés. Donc, je répète, donc il y a le niveau 1. Le niveau 1 est considéré comme une forme légère d'autisme. Les personnes qui ont ce type d'autisme peuvent avoir des problèmes avec les relations sociales et les comportements restrictifs. Ils n'ont généralement besoin que d'un soutien minimal pour fonctionner dans leur vie quotidienne normale. Ça, c'est le cas de Pierre. Ok, il est autistique, mais il a une vie qui est relativement normale. S'il est entouré de personnes qui le comprennent et de personnes qui l'aiment, il va vraiment bien progresser. Après, il y a le niveau 2. Les personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique du niveau 2 ont besoin de plus de soutien. Leurs difficultés sociales sont apparentes. Ils peuvent avoir des troubles de communication et peuvent avoir besoin d'aide pour gérer les comportements problématiques. Donc, ce sont souvent des enfants qui ont besoin d'aide pour tout au début. C'est-à-dire que vous l'envoyez aux toilettes, il va juste se mettre devant la porte des toilettes. Et l'enseignante est obligée de rentrer dans les toilettes avec l'enfant, de lui baisser les pantalons, de lui faire pipi, de l'aider à remettre son pantalon et à laver les mains, etc. Parce que l'enfant de lui-même, il ne va rien faire. Même si il sait comment le faire. Mais le cerveau n'arrive pas à passer le message entre je sais comment le faire et je dois le faire. Ça, c'est s'il va dans une école normale, c'est comme ça que ça va se passer. Mais il va dans une école spécialisée, les enseignants là-bas vont l'aider quand c'est l'heure d'aller aux toilettes. Ils vont l'aider non seulement à aller aux toilettes lui-même, c'est-à-dire à ouvrir la porte des toilettes, baisser son pantalon, faire pipi, remonter son pantalon, laver les mains et tout ça. Ils ont des techniques. C'est souvent des techniques avec de l'imagerie. Vous savez, avec les cartes qui montrent étape par étape ce qu'il faut faire. Ils ont plein d'autres techniques comme ça. Et surtout, il y a une chose que ces enseignants, on leur apprend, c'est la patience. Il ne faut pas traiter ces enfants comme des enfants normaux. Un enfant normal, je lui dis, va aux toilettes, il va aux toilettes. Alors que ces gosses-là, il y a une différence. Leur cerveau ne fonctionne pas de la même manière que la majorité des gens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont moins de valeur ou qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont ça. Non, c'est juste leur cerveau a un différent mode de fonctionnement. C'est comme les gens, imaginez que vous êtes un écrivain et que vous écrivez votre livre sur ordinateur. Vous avez deux types d'ordinateurs. Vous avez Windows et vous avez Mac. Windows ne fonctionne pas de la même manière que Mac. Macintosh. Je pense que maintenant on appelle ça Apple. Enfin, mais le résultat à la fin est le même. Vous avez écrit votre livre. Pourtant, vous allez voir, quand vous utilisez Windows et quand vous utilisez Mac, il y a quelques différences. Donc, c'est la même chose avec leur cerveau. La majorité des gens, c'est Windows. Mais les enfants autistes, eux, ce sont des Mac. Il faut voir ça un peu comme ça. Comme on parle d'écrivain, et sachez que moi, j'ai aussi écrit un livre. Hein, ça s'appelle Rhiannon, le dernier secret. Et vous pouvez l'acheter sur Amazon. Le lien est en bas dans la zone de description de cette vidéo. Donc, pour revenir à l'autisme, donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le niveau 1, le niveau 2. Donc, le niveau 2, les personnes atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme de niveau 2 ont besoin de plus de soutien. Les difficultés sociales sont apparentes. Ils peuvent avoir des problèmes de communication et peuvent avoir besoin d'aide pour gérer les comportements problématiques. Maintenant, le niveau 3, ça c'est là où ça devient vraiment super méga compliqué. Les personnes atteintes d'autisme de niveau 3 présentent des symptômes qui interfèrent avec leur capacité à vivre et à fonctionner de manière autonome. Les personnes atteintes de ce niveau d'autisme ne communiquent souvent pas verbalement, luttent avec le changement, ont des comportements répétitifs ou restrictifs et peuvent être sensibles aux stimuli sensoriels. Donc, c'est un peu comme tous ces niveaux 1 et 2, mais à puissance 10. Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des cas perdus? Non. Ce sont des enfants comme tout le monde, des adultes comme tout le monde. Ils ont des capacités et c'est votre rôle, si vous avez un enfant comme ça, d'épauler cet enfant avec amour.
L'amour et la patience sont très, très, très importants. Donc voilà, c'est un peu la fin de cet épisode, épisode numéro 2 sur l'autisme. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu le diagnostic. D'abord, par exemple, les enfants sont diagnostiqués généralement à un très jeune âge, vers l'âge de... Parce que de 0 à 3 ans, c'est là où on peut vraiment voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin pratiquement dès leur naissance. Et l'évaluation, il y a différentes manières d'évaluer qu'un enfant est autistique. Il y a des questionnaires sur les symptômes de l'autisme, les suivis du développement, les tests auditifs et les tests de quotient intellectuel. Pour les plus jeunes, on ne peut pas nécessairement communiquer avec eux de cette manière. Les tests auditifs et les tests visuels sont très importants parce que parfois vous parlez à un enfant, soit il ne voit pas très bien, soit il ne comprend pas ce que vous dites parce qu'il ne vous entend pas très bien. Et aussi, il y a des tests avec des jouets pour les enfants et des questions très simples, genre quelle est la couleur du train, voir si l'enfant est capable de répondre à une question aussi simple. Souvent, il connaît la couleur du train, mais entre je connais la couleur du train et je dis quelle est la couleur du train, c'est un monde de différence dans la vie d'un autiste, hein. On peut aussi les diagnostiquer à l'aide adulte. Il y a de plus en plus de personnes qui naissent avec l'autisme et on a vu que les 3 quarts d'entre eux sont des garçons. Puis il y a 3 niveaux d'autisme. Le fonctionnement élevé, qui est un niveau 1, ça c'est les enfants autistes qui peuvent avoir une vie relativement normale. Le niveau 2, qui est le modérément sévère, ça, ils ont besoin d'aller dans une école qui est un peu plus spécialisée, mais dans cette école, ils vont être très bien. Ils vont bien performer. C'est ça le mot performer? Enfin, ils vont bien s'en sortir parce qu'ils sont dans un monde qui est adapté à leur niveau. Puis il y a le niveau 3 où c'est un peu plus compliqué. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, on parlera des types de précédents en ce qui concerne l'autisme, c'est-à-dire les traitements aussi, les médicaments. On parlera aussi des niveaux, manières dont vous pouvez soutenir une personne autiste. Voilà. Pour conclure, je dirais que les autistes sont des humains comme tout le monde. Et vous devez être très patient avec eux. Vous devez leur apporter beaucoup d'amour. Et ne les traitez pas comme s'ils étaient en dessous de vous, comme s'ils étaient plus bêtes. Souvent, ils sont beaucoup plus intelligents parce que eux, ce qu'ils font, c'est quand ils aiment quelque chose, eh bien, ils se concentrent sur cette chose et ils deviennent des spécialistes dans cette chose. Pensez à tous ces mathématiciens de génie. J'avais cité un mathématicien britannique qui a pratiquement participé au sauvetage du monde, hein, qui a pratiquement sauvé le monde contre l'armée d'Hitler et tout ça. Il y a un film sur lui, je pense, j'ai oublié le nom. Enfin, regardez ma première vidéo sur l'autisme, j'en parle un peu. Il y a un film sur lui, et je me rappelle même plus du nom. Donc, vous voyez, il y a un héros mondial qui a été autiste. Puis on suspecte d'autres génies, genre Albert Einstein, etc. On suspecte qu'eux aussi ils étaient des autistes. Parce qu'ils ont une capacité de se focaliser sur ce qu'ils aiment vraiment. Donc s'ils aiment les sciences, s'ils aiment ci, s'ils aiment ça, ils deviennent les meilleurs. En tout cas, parmi les meilleurs dans ce qu'ils aiment. À ne pas confondre avec des génies. Un génie, c'est vraiment quelqu'un qui, focalisé ou non, il a un don sur ça. Allez, je vous revois la semaine prochaine pour la 3e et dernière partie sur l'autisme. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci et à bientôt.